y a différentes façons de changer le monde. Mais ça commence par soi. On doit être conscient de l'impact que nous, on peut avoir comme individu. Ensuite, on doit le transposer dans notre environnement, nous, sur le quotidien. On doit questionner le milieu dans lequel on vit, les systèmes. On ne doit pas rester passif ou seulement absorber ce qu'on nous dit, pourquoi que les choses sont comme ça. Et de constamment chercher à voir comment on peut améliorer les choses et essayer de contribuer à sa propre façon. Ce qui me dérange le plus dans la vie, c'est l'arbitraire de la naissance. Qu'on n'ait pas avec toutes les mêmes chances. J'aimerais ébranler les structures dans le sens que je pense que c'est important pour moi d'aider à prendre le droit comme institution, qui est une institution centrale dans la société, faire en sorte que cet instrument-là devienne un instrument de transformation sociale, de changement, et non, si on veut, simplement une marionnette pour rappeler constamment aux gens que s'ils ont eu peu de chance, ils auront peu de chance. La forêt qu'on a coupée ici, c'est une forêt qui aurait dû appartenir à nos enfants parce qu'on a coupé la nôtre, notre forêt. Celle de notre génération a tout été coupée. Puis ça, je pense, c'est malhonnête et c'est dégueulasse. Si on a mis des enfants au monde, s'il y a une génération qui existe après nous autres, on a l'obligation, à mon point de vue, d'essayer de lui redonner un bien qui, s'il n'est pas équivalent à celui-là qu'on a reçu en héritage, si possible, en donner un meilleur. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce concert bénéfice pour Jeunesse Canada Monde. Jeunesse Canada Monde est un organisme sans but lucratif qui organise des échanges internationaux pour les jeunes depuis plus de 30 ans. C'est ta deuxième dose du vaccin pour la rage. Il faudrait que tu te fasses vacciner. As a participant in Canada World Youth, I will be going in British Columbia for 3 months, and after that in Indonesia for the following 4 months. There I will be with 9 other Canadians from all over Canada and 10 people from Indonesia as well. And we will work in order to promote community development in areas such as health and education. Pour faire partie du monde, il faut d'abord l'écouter, le toucher, le vivre. Une aventure comme celle de Jeunesse Canada Monde, ça se vit à 100% dans le feu de l'action, mais ce n'est que 50% de l'expérience en soi. Le reste, ça vient et ça revient avec la vie. La même histoire pour Henri, Pascal, Claude et moi-même. Moi, je n'ai pas connu la guerre, la torture ou la faim. Je suis une personne sur 500 millions. Je suis plus riche que 75% des habitants de la Terre, avec un toit sur ma tête, de la bouffe dans le frigo et des fleurs sur ma table. Une privilégiée. Et pourtant, sous mes yeux, vit un monde de plus en plus affamé, exploité, pollué, corrompu, kamikaze. L'avenir me fait peur. Souvent, je me demande en quoi je crois. Les priorités politiques sont désolantes. La soif du pouvoir et du profit piétine les valeurs humaines, ça n'a aucun sens. Les injustices sont révoltantes et on dirait parfois qu'on recule au lieu d'avancer. Les humains sont souvent les plus inhumains. Mais malgré tout, c'est en eux que je place l'espoir qu'il me reste. En des gens ordinaires, extraordinaires, qui ont choisi avant toute chose de prendre parti pour l'humain. La forêt, pour moi, c'est le milieu de vie. En fait, c'est de là que tout est sorti, la vie est sortie. Donc, pour moi, c'est un peu le retour aux sources. Quand je vais en forêt, je retourne à mes origines. Le paradoxe dans notre monde, c'est un peu que l'humain s'est sorti carrément de l'écosystème, est devenu un être étranger, un peu comme un extraterrestre qui serait arrivé sur une autre planète où il semble y avoir aucun lien. On défait l'écosystème, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est devenus des ennemis carrément de la Terre. Jamais tu vois un prédateur éliminer sa source d'aliments, tandis que l'humain, lui, en a fait disparaître, il en fait disparaître à chaque jour des êtres vivants. Le problème de l'humain, c'est de se croire intelligent ou de se croire plus intelligent que la nature.
Une forêt va prendre 250 ans pour devenir à maturité un écosystème forestier. Et l'industrie veut récolter aujourd'hui pour faire de l'argent aujourd'hui. Et on ne pense pas ce qui va arriver dans 50, 60 et 100 ans. Et c'est là qui est le drame. La politique est à court terme, même chose que l'exploitation. Mais la protection de l'environnement, la survie, c'est à long terme. Ça fait une trentaine d'années que je me bats contre les gouvernements et la couleur qui est à Québec n'a pas changé grand-chose. Nous, ce qu'on pense, que ce soit coupé en anglais ou coupé en français, c'est la même chose, c'est coupé. Ils s'en vont avec les ressources, ils nous laissent les résidus ou les coupes à blanc. Moi, ce que je vois, c'est toujours la même chose, c'est qu'il ne reste plus rien. Il reste quelques arbres résiduels, de tout petits arbres, qui meurent de toute façon parce qu'on a tellement changé leur habitat, leur écosystème. On ne voit plus d'animaux, on n'entend plus d'oiseaux. Puis en fait, ici, c'est un endroit où ce qui est peut-être moins pire que beaucoup d'autres coupes parce qu'on est près de la ville. On est à peu près à 10 km de Val-d'Or. Donc, on a fait très attention pour ne pas trop choquer l'œil. Fait qu'on peut avoir une bonne idée de ce qui se passe vraiment dans la forêt boréale qui est loin des yeux. Nos gouvernements, on a beaucoup plus l'impression qu'ils sont à la solde des compagnies qui exploitent les ressources naturelles qu'au service du citoyen. Et je pense que ça, c'est immoral. Je pense que le gouvernement devrait nous représenter, devrait défendre les intérêts du peuple et nous défendre contre ces multinationales-là qui viennent ici ramasser la ressource et s'en aller après. Vous, est-ce que vous pensez que la santé de la forêt en général est bonne? Demande au médecin. Médecin? Pas moi. Demande au médecin. Des questions niaiseuses, aujourd'hui, ça. Des questions niaiseuses, ça. Moi, personnellement, je ne pouvais pas espérer un conseiller ou quelqu'un qui m'appuie. Je ne pouvais pas espérer plus fort qu'Henri, tu sais. Ces gars-là ne se laissent pas bullshiter là, par les politiques gouvernementales ou par la publicité des compagnies ou non. Il lit beaucoup le plan de l'ennemi. C'est un trésor d'expérience pour moi. Moi, j'aurais pas pu développer autant, ça, c'est sûr. C'est sûr, si Henri n'avait pas été là, j'aurais écrasé. En fait, les causes que je défends depuis que j'ai l'âge de 20 ans, c'est des causes environnementales, des causes qui touchent à la qualité de la vie. J'ai toujours été attiré par le milieu naturel, le milieu forestier. C'est un milieu qui me fascine. Et c'est pour ça qu'avec Richard Desjardins, on a créé l'Action boréale pour avoir un groupe qui puisse défendre tout ce qui se rattache au milieu forestier, sensibiliser les gens à ce milieu-là. Évidemment, la quantité d'arbres, de gros arbres pour nourrir une industrie du sciage va commencer à diminuer. Et là... Les Autochtones parlent toujours de notre mère, la Terre. Je pense qu'ils ont raison, parce que si on n'a plus d'air, si on n'a plus d'eau et si on n'a plus de nourriture, bien naturellement, on ne vit pas très, très longtemps. Il faut vraiment trouver le moyen d'être un peu plus humble et vivre d'une façon à faire partie de l'écosystème terrestre qui est la planète Terre. Je suis au doctorat en droit. J'entame ma 3e année ici. Ce que je trouve intéressant, c'est que les femmes musulmanes, mais pas seulement musulmanes, les immigrants de manière générale, si on veut, voyagent avec leur culture sur leur dos, puis arrivent ici, puis s'installent, et là se rendent devant les tribunaux. Et comment est-ce que la culture va être traduite, interprétée, écrite, si on veut, par le juge dans un jugement? On peut lire ça comme si c'était de la littérature, un peu, parce que c'est la construction d'une identité ou la déconstruction d'une identité. Le droit qui se veut la résolution de conflits, une résolution très bien structurée avec des règles qu'on applique, et on se rend compte que là, ça devient beaucoup plus complexe quand la culture rentre en ligne de compte. Est-ce qu'on conçoit cette femme-là comme étant une femme avant d'être musulmane? Est-ce qu'on la conçoit comme étant musulmane avant d'être une femme? Comment est-ce qu'on traduit ça dans un langage du droit qui est un langage quand même relativement froid et formel? Rigide. Très rigide, justement. Comment
casser cette objectivité et impartialité du droit, puis démontrer que, mon Dieu, c'est un choix idéologique aussi, c'est un choix de société, le rapport entre le global et le local. Ça a été un peu ma réaction après Jeunesse Canada Monde de me dire, mais mon Dieu, les grands débats de mondialisation, de globalisation, ça touche aussi notre propre relation au local, comme société dominante, si on veut, comme société canadienne. Qu'est-ce que ça signifie de savoir que dans la Constitution canadienne, on a comme disposition notre respect du multiculturalisme? Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? J'ai essayé de porter mon attention sur les femmes musulmanes en particulier, parce que j'avais vécu avec Rania, parce que j'avais compris, si on veut, ou essayé de démystifier l'islam à travers ses yeux à elle. Ça a été un peu l'héritage de Jeunesse Canada Monde. J'ai fait Jeunesse Canada Monde en 95-96 et c'était un échange entre le Nouveau-Brunswick, quand j'étais à Moncton, et l'Égypte. C'était un peu l'idée du scrapbook, d'avoir un portrait visuel de mon séjour là-bas. Les gens de mon groupe, Rania, mon homologue, ma famille d'accueil. C'est un exercice très difficile de réduire ce qui est important pour nous en 5 doigts. La pauvreté, ça me dérange beaucoup, la pauvreté. Je ferais quelque chose pour changer. C'est très important de redistribuer. Là. Et l'éducation, c'est très important. Je pense que la situation des femmes dans le monde, ce serait mon 3e doigt. Donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Je pense que le dernier, ce serait d'avoir des enfants. C'est très important pour moi. La société asiatique, africaine, souvent, même les Latinos, c'est des gens qui sont très humbles. Lorsqu'on est humble, on accepte facilement les commentaires des autres. On accepte qu'on peut être imparfait, puis on accepte qu'on peut évoluer, changer. C'est une des plus belles choses que les gens m'ont enseignées outre-mer. J'ai commencé ma carrière d'une certaine façon à l'international avec mon expérience avec Jeunesse Canada Monde en Tanzanie. Par la suite, 4 ans en Amérique latine, Équateur, Pérou. Ensuite, presque 8 ans en Asie, responsable des programmes du CECI au Vietnam, Cambodge, Népal, Inde, Malaisie. Plus de 11 ans sur le terrain, finalement. 4 ans comme bénévole. Le lien ici, pour moi, il est fondamental. On ne peut pas donner une image ou une vision d'une société si on n'a pas vraiment pris le pouls et avoir été en contact de façon très concrète avec la réalité à l'extérieur de chez nous. Oui? Bonjour, Claude. Salut, Michel, ça va bien? Hey, ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Hey, c'est le fun de te voir. Merci. Tu reviens de Bolivie depuis... t'es revenu quand? Bien, dimanche soir dans la nuit à lundi. Là. Hey, ben, je suis directeur général adjoint du CECI, le Centre canadien d'études et de coopération internationale à Montréal. Je supervise tous nos programmes outre-mer, donc dans beaucoup des régions où j'ai vécu. Je suis responsable de toute la gestion financière des équipes, le suivi des équipes, la mobilisation et la planification stratégique. Le mot qui me vient à l'esprit pour désigner Claude, c'est un entrepreneur social. Ah, bien, OK, gracias. C'est quelqu'un d'action, mais c'est en même temps quelqu'un qui est capable de mobiliser des ressources, qui est capable, qui est très pratique, qui est d'affaires. C'est un entrepreneur social parce qu'il ne le fait pas pour des motifs personnels, il ne le fait pas pour des motifs d'argent, il ne le fait pas pour des motifs de profit, il le fait pour des valeurs et une volonté de changement social. Oui, si on peut dire oui, j'ai du pouvoir. Je peux influencer les décisions au niveau organisationnel. Comment tu le fais? Je le fais par rapport à mon expérience. Je fais par rapport à ce que j'ai appris, ce que j'ai connu, par rapport à mes études. J'essaie de mobiliser des gens en arrière d'une vision. On doit avoir un enrichissement collectif, pas seulement individuel. Pour moi, c'est de mettre l'économie au service du social et non de mettre le social au service de l'économie. Je venais d'une famille d'affaires. Mon père avait un désir que je reprenne l'entreprise familiale, chose que j'étais pas convaincu que je désirais faire. Et mon voyage avec Jeunesse Canada Monde en Tanzanie a complètement changé ma façon de voir le monde.
C'est une expérience qui m'a complètement déstabilisé. J'ai vu des éléments de la pauvreté extrême, des gens vivent dans des situations qui sont inacceptables. Donc, en tant qu'humain, comment moi, je pouvais accepter ça et de dire, je prends l'entreprise familiale, je me ferme les yeux et j'oublie ça. Je pouvais pas. Moi, je vais toujours travailler dans un endroit où l'organisation pour laquelle je travaille peut avoir de l'influence par rapport aux grands enjeux de combattre la pauvreté et l'exclusion. Donc, présentement, j'ai cette possibilité-là. Il y a une convergence entre mes intérêts personnels et ceux de l'organisation. Est-ce que tu défies l'ordre établi? Oui, parce que c'est ça qui provoque des changements. Puis en défiant certains éléments, c'est là qu'on génère la créativité aussi et de l'initiative, finalement, et l'innovation. L'innovation sociale, c'est d'aller au-delà de ce qu'on fait normalement, de façon différente. Dans le concret, il faut être très pratique. Il faut faire accoucher des choses. Moi, j'ai travaillé dans des éléments, lorsque j'étais outre-mer, où on a augmenté les revenus des paysans de 15, 20, 50 après 2 ans d'accompagnement avec ces gens-là. C'est très concret. On a diminué le taux de malnutrition chez les enfants, le taux de mortalité, par exemple, des choses très concrètes. Donc, pour pouvoir avoir de l'influence, en bout de ligne, tu dois pouvoir mettre sur la table des choses concrètes que toi, à travers une organisation, parce que je pense pas qu'un individu peut réaliser ça seul. Il doit être accompagné d'une organisation. Et c'est la complémentarité des talents, de l'énergie de différents individus qui fait qu'on est capable d'accomplir et de changer des choses. Je me sens super contente d'être ici, de découvrir la culture plus anglophone du Canada. En demeurant dans une famille d'accueil totalement anglophone, même au niveau de la nourriture, au niveau de la musique qu'on écoute, les repas, au niveau de notre culture, on a beaucoup à échanger. Donc pour moi, juste d'être ici, ça a été une belle aventure culturelle. Dans la famille, il y a moi, puis il y a mon homologue Dia qui vient d'Indonésie. C'est certain que ça aussi, au niveau culturel, j'en apprends tous les jours parce qu'on échange ensemble. C'est souvent totalement différent. On est là en tant que membre de la famille. On aide à la préparation des repas, on aide avec la vaisselle, on aide avec les tâches quotidiennes. On participe aux activités de la famille. I'm coming, Gracie. Hi! Ça me permet d'avoir des sœurs. Entre autres, Grace, c'est la plus jeune, puis on a développé une belle relation, moi puis elle, puis je m'en suis beaucoup occupée. C'est quelque chose d'unique parce que je me sens comme responsable d'elle. Je sens que je réussis à partager beaucoup avec elle, à donner puis à recevoir aussi beaucoup. Grace souffre d'un handicap qui affecte sa mobilité. Ce qui m'impressionne avec elle, c'est qu'on dirait que malgré ça, rien n'est impossible. Pour moi, c'est un apprentissage de voir comment elle réussit à s'adapter à la vie quotidienne. C'est devenu ma petite sœur. La semaine est pas mal chargée. On est occupé du lundi au dimanche, pratiquement. Je travaille à la résidence pour personnes âgées 3 jours et demi par semaine. Bee, you have lots of grandkids. Yes. Alors ici, je suis au programme de jour, donc c'est les gens qui vivent dans la communauté qui viennent ici pour un répit. Alors des fois, on joue aux cartes avec eux, au domino, on fait des ateliers de cuisine. You want to taste a cookie before you go? Oh, you have some already. Dans notre groupe, on est 18, 9 Canadiens, 9 Indonésiens. On travaille tous à des endroits différents. Donc vraiment, on se mêle aux résidents, on leur parle de notre vie, puis on amène des nouvelles du monde extérieur. Tout ce qu'on apprend par ça, c'est juste comment interagir, non seulement avec des gens d'une culture différente, mais avec des gens d'un âge différent. Est-ce que ça vaut la peine pour vous d'être ici? Oui, c'est un grand... comment dire? Un grand... tu reçois beaucoup de ce que tu donnes. Tu donnes pas tant que ça, on dirait, mais tu reçois énormément. Puis c'est vraiment gratifiant. Okay. Abu mau, ibu mau, masak apa? Le jeudi après-midi, on a le cours de langue, le cours de bahasa Indonesia,
enseigné par les participants indonésiens. Pas évident comme langue. Puis c'est pas évident comme langue, non. Surtout pour une francophone, c'est totalement à l'opposé des langues latines. Et puis finalement, le vendredi, on a une journée d'activité éducative, donc on réfléchit à propos de sujets ensemble, tout le groupe. Whatever happened, this is me, this is my culture, this is what I am. Like, I'm still Indonesian, and I'm really happy to be that. I think you have modeled some of the things that that people sometimes lose touch with about people your age. C'est vraiment la jeunesse avec laquelle on travaille. Tu sais, c'est des gens entre, disons, 17 et 29 ans qui sont juste au début de leur propre vie, où ils prennent des décisions qui vont leur diriger dans certaines directions. Alors, c'est là où on a l'impact, au moment où ils sont en train de prendre ces décisions. J'ai l'impression, pour certains d'entre nous, en particulier les Canadiens, c'est un choc un petit peu parce que le programme, pour certaines personnes, c'était plus une occasion de se connaître puis de prendre une année plus relax. Alors que dans le fond, c'est beaucoup de travail, puis c'est une adaptation, un ajustement à faire, là. Toi, est-ce que ça fait ton affaire ou ça te déçoit? Non, moi, ça fait mon affaire. Je suis contente, justement, parce que je trouve que c'est en travaillant que j'apprends. Puis plus on va me pousser, dans le fond, plus je vais en retirer des bienfaits. Il y a de plus en plus de cataclysmes qui se passent sur la planète. C'est une réaction d'un être vivant. La Terre, en tant que telle, c'est un être vivant qui réagit. Et si on devient un cancer, comme on est présentement, bien, on va finir un jour par nous éliminer. On n'est pas les maîtres de l'univers. Je pense pas qu'on a été fait à l'image de Dieu, parce que si on était fait à l'image de Dieu, bien, il ne doit pas être bien beau. La forêt Piché-Lemoine était une forêt qui était menacée d'être coupée à blanc par une compagnie forestière et nous, on pensait que c'était une aberration de vouloir couper cette forêt-là à proximité des villes. On a donc décidé d'aménager des sentiers éducatifs. Pour commencer, on a aménagé l'école buissonnière, des sentiers qui étaient dédiés aux différents poètes qui, à notre point de vue, se sont impliqués dans l'environnement. Vigneault, Desjardins et Leclerc. Ça fait partie d'un grand complexe aussi de d'autres aménagements qu'on pense qu'on pouvait bénéficier les gens de la région. C'est un très beau sentier parce qu'il est agréable, pas difficile à marcher. Puis félicitations pour votre initiative. Je trouve ça super. On vous remercie. On va aller. Bonne journée à vous autres aussi. Au revoir. En fait, c'est dans la stratégie qu'on a vue au départ, c'est qu'on a dit si on occupe le territoire, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour une compagnie. Ça met des restrictions aux compagnies pour faire des coupes. Donc, ils sont obligés de tenir compte des aménagements qu'on fait. Et par hasard, nos aménagements arrivaient souvent en opposition avec la coupe qui était proposée à chaque année. Par hasard. Par hasard. Fait que c'est ça. Nous, on pense que c'est un beau projet qu'on a développé ici et on pense que ça devrait être reproduit un peu partout au Québec. Avant Jeunesse Canadamonde, j'étais plutôt quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui passait plus de temps encore en forêt, mais d'une façon plus observateur. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'être un peu acteur. On demande et on exige de la part du gouvernement qu'il instaure une enquête publique indépendante où... Oui! La nature, pour moi, c'est quelque chose de vital. Donc, ça m'a permis de pouvoir la défendre et exprimer mon opposition, mon désaccord à des développements que je pense qui sont néfastes pour la société. On a décidé que assez, c'était assez. Ce projet pilote de Jeunesse Canadamonde, c'était en 1972 et j'ai eu la chance, l'opportunité d'être choisi dans cette première gang-là. Et je me suis retrouvé au Mexique avec une trentaine d'autres jeunes à ce moment-là. C'était la fin du mouvement hippie où ce que les jeunes croyaient que vraiment on pouvait tout faire, on pouvait tout changer. Et je ne sais pas si ça change le monde, mais dans mon cas, moi, ça a vraiment changé ma vision du monde et aussi ça a changé l'orientation que j'ai eue dans ma vie. Je voulais faire un bibliothécaire. Et aujourd'hui, je me retrouve écologiste. C'est complètement différent. Et je crois que pour beaucoup de personnes, ça rouvre un horizon au niveau social.
sans nécessairement pousser ma fille, Wina, à devenir participante de Jeunesse qu'elle demande. De son propre chef, elle a abouti à la même expérience que moi 30 ans après, ce qui fait qu'on est la première famille à avoir dans la même famille 2 participants, le père et la fille. J'en suis très fier. Ben, en fait, comme moi et Rossa, on s'entend quand même assez bien. Merci. Merci. Wina est allée au Nicaragua. Ça lui a été très, très profitable dans son développement. Venga, ayudarme aquí. Hey, yo soy la venda tu ropa. Je suis convaincu que ça va se développer de plus en plus parce que dans mon cas, j'en apprends encore de l'expérience de Jeunesse qu'elle demande aujourd'hui. Tu t'en rends compte à la longue que c'est grâce à cette expérience-là que ça a allumé en fait un étincelle qui permet aujourd'hui de rayonner peut-être un peu différemment. Jimmy Papati, c'est le chef de la nation algonquine de Kitsakik, les Anishinaabe. Aujourd'hui, le Réseau québécois des groupes écologistes organise le Colloque boréal. En fait, c'est un événement qu'on a décidé de planifier dans le but d'aider les groupes environnementaux à se préparer à la future enquête publique. Et même le dossier forêt, je crois que c'est le dossier de l'heure au Québec. Le dossier est hot et pour une fois, on sent que de la part des intervenants, de la part du public, de la part du gouvernement, de l'industrie, qu'il faut qu'il se passe quelque chose de sérieux parce que là, ça va exploser. C'est bien sûr qu'Henri change le monde. C'est un homme que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup de tendresse pour ce gars-là. Je suis certain que le pays va y en être reconnaissant parce que c'était vraiment un pionnier. Se battre contre des multinationales tout seul, à main nue, là, comme que lui a fait avec son cœur, son intelligence, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Je pense que la bataille forestière, c'est une bataille à un niveau humain, à une échelle humaine, qu'on peut expliquer aux gens qu'il y a moyen de faire de quoi et c'est quelque chose de concret qu'on voit. C'est beaucoup plus difficile d'expliquer les changements climatiques ou la disparition de la couche d'ozone. Mais la bataille forestière, je pense que c'est un sujet qui nous permet d'expliquer aux gens que présentement, c'est insoutenable la façon qu'on est en train d'exploiter nos ressources et on est en train, de détruire notre vache à lait. Quand on n'aura plus cette vache-là, bien naturellement, on va tout crever. Et c'est pour ça que moi, je continue à me battre pour, si possible, en laisser assez à nos enfants pour qu'eux puissent peut-être continuer la bataille à notre place. Excuse-moi, je m'en vais, je reviens dans une heure, faut que j'aille changer le monde. C'est important pour moi de ne pas être, je le dis pas avec prétention du tout, mais de ne pas être seulement une académique qui enseigne, dans le sens que j'ai trop le goût de l'aventure, j'ai trop besoin de partir, j'ai trop besoin d'être en rencontre perpétuelle avec d'autres cultures. Je pense que c'est une qualité assez importante de pouvoir parler dans le langage des gens. Today we're going to talk about women's movement and identity, and we will look at different issues such as what is identity for the women's movement, what is the role of identity for political and social action. C'est une ONG, c'est un organisme qui travaille avec l'Université de Téhéran, et ce cours-là porte sur le droit des femmes. Our main goals in this workshop that unity in diversity. That means that we are from different country, different culture, different problems, different gaps. But how we can go together, we can solve together our problems. Whether it's the father, whether it's the law, and whether he knows, whether he exactly. without law, and it is without just law. that women are accused without law. Dans le cas de l'Égypte ou dans le cas de l'Iran, les femmes sont très réticentes à recevoir, si on veut, l'agenda tout préparé du droit des femmes en Occident. Leur lutte, si on veut, ou leur défi, c'est de pouvoir avoir un agenda féministe qui est à la fois fidèle à leur perception d'elles-mêmes comme femmes musulmanes ou comme femmes arabes, mais de concevoir que, bon, dans leur culture, il y a peut-être certains aspects du droit ou de la culture qui vont à l'encontre de leurs aspirations à l'égalité ou à l'émancipation. C'est très intéressant de voir comment on peut tracer un chemin entre ces deux discours-là. Puis c'est souvent la voie du droit des femmes dans les pays musulmans. Je pense que c'est très important d'avoir une perspective critique des choses, de pouvoir remettre en question les réponses faciles, les remèdes faciles qu'on peut espérer du droit.
sometimes you need someone from outside your bubble to explore and help you to see the things that you miss because they're every day around you. I hope that the work that she does continues because we all need more Pascals in this world. So what happens is that the judge will say, I want to respect your culture and your religion, but I don't know what your religion is about. So I will ask an imam, and he will choose often a very conservative imam. I tend to disagree with part of what she said, but it was useful, like, to put things on board and determine for yourself where to stand and where you agree. Unity and respect for diversity is what we should aim at. So we have to learn how we can make this unity. We have another way for victory, for women's movement. Thank you for your time. We can be each other like this. Like what? Like this. J'aime laisser la vie me surprendre. J'aimerais ça pouvoir te rencontrer dans quelques années et te dire « mais je pensais jamais que j'aurais eu un projet en Inde ou que finalement c'est le Bénin pour moi ou que, écoute, c'est plus ça, tu sais, c'est quelque chose d'autre. Puis à ce moment-là, ça va être correct, ça va être ça. » J'aimerais toujours conserver cette ouverture-là au monde et à l'imprévisible. Je pense que c'est une belle qualité de pouvoir laisser l'imprévisible rentrer chez soi. Il y a plein de changements. Le secteur bénévole est confronté à ces changements-là. Et aussi des opportunités de promouvoir l'innovation. Sur la scène nationale, il y a le CECI et l'UMC qui ont fusionné leurs deux plus gros programmes de coopération volontaire. Sans être contestataire ou dogmatique, moi j'ai choisi une façon plus pragmatique de m'impliquer dans le milieu, de m'impliquer dans des réseaux et aussi d'essayer de travailler à l'intérieur des systèmes qui sont contestés par certaines personnes. Lorsqu'on parle de la mondialisation, par exemple, la mondialisation, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Donc, comment on fait pour améliorer les choses sans les dénigrer, finalement, constamment? Je pense que c'est une question d'attitude. On me dit que je suis un éternel optimiste. Mais pour moi, ça, c'est très important de garder cette perspective-là. En étant un éternel optimiste et un peu idéaliste de ce côté-là, mais je pense qu'on va chercher l'énergie nécessaire pour faire face aux défis, aux embûches auxquels on est confronté dans notre vie, dans le quotidien, finalement. Pour moi, c'est important, lorsqu'on travaille à l'international, de rester en contact avec le quotidien des gens aussi. Parce que si je veux être capable de pouvoir sensibiliser les Québécois et les Canadiennes aux enjeux de développement internationaux, bien, il faut que je sois capable de comprendre quels sont leurs enjeux à eux. Les gens ici, fin de semaine, bien, on court, faire le ménage, le lavage, le repassage. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est important d'être en contact avec ça et de pouvoir le sentir. Venez vous asseoir, venez déjeuner, on va mettre la table. Les enfants sont nés au Canada, mais conçus dans différentes parties du monde et ils ont passé 8 ans de leur vie, les plus vieux principalement au Népal. À la maison, on parle le français et l'espagnol. La majorité du temps, Elena leur parle en espagnol et moi, je leur parle en français. Moi, je viens d'Amérique du Sud, mais origine chinoise. Immigré avec ma famille, ça fait longtemps, il y a 30 ans, en Équateur. Puis c'est là-bas que j'ai connu Claude. C'est sûr qu'avec une Asiatique, une Canadienne, c'est beaucoup de différences, surtout. Puis aussi, le contexte des deux cultures, c'est vraiment carrément différent comme tempérament aussi. Et c'est une vie très intense, c'est beaucoup de changements et j'aime bien ça. Benjamin, est-ce que tu veux manger? Ça prend du temps, Oui, je mange! Bon, c'est bien, ça. Je pense que je considère un peu la famille comme on est des citoyens du monde. On représente un peu ce qu'on sera la société dans une cinquantaine d'années ou avec un très grand mélange des différentes cultures. Et on fait souvent des farces à la maison avec les enfants en disant que pour pouvoir compléter le mélange culturel chez nous, ils devraient se marier avec des Africains, en général.
Le multiculturalisme amène à une plus grande tolérance, à une plus grande acceptation des différences, us et coutumes à travers le monde. Donc, c'est des éléments qui sont importants dans lesquels, comme modèle de société, on doit davantage cultiver. Les enfants sont très actifs, ils ont beaucoup d'activités. C'est tous des nageurs, qui ont des pratiques 4 jours semaine. Donc, le samedi matin, c'est un peu le temps là, pour toute la famille de faire le point quand je suis ici. C'est un ami qui est curé de la paroisse de Québec qui me disait « Ton premier mandat, si tu veux changer la société, Claude, c'est de travailler avec tes enfants. Quand tes enfants auront atteint un certain niveau d'âge, tu pourras t'investir davantage. » Moi, je me considère choyé à tout point de vue. Je vis dans une province, dans un pays où il y a des bons services. Et je vais le répéter, aux dames de bien des gens qui critiquent notre système de santé et d'éducation. Il y a des choses à améliorer, les choses vont bien, on est privilégiés. Mais je ne m'assieds pas sur mon derrière pour dire que je suis privilégié, qu'il n'y a rien à changer. Si les gens veulent changer les choses, ils doivent s'impliquer. Sur une base individuelle. Trop facile de critiquer sans s'impliquer. C'est pas un messie dont on a besoin. On a besoin de changer les mentalités de la société dans son ensemble. Et ça, la seule façon efficace de le faire, c'est de passer par les jeunes. Des gars comme toi, puis des filles qui commencent à jouer des rôles dans la société, dans toutes sortes de niveaux. Et à un moment donné, ce monde-là, ils vont être au pouvoir quelque part. Ils vont faire changer les choses plus rapidement. Il y a aussi ça auquel il faut penser. Sauf que je pensais que ça irait plus vite. Puis moi, je voudrais voir ça avant de mourir. Je suis déjà rendu à 80, il faut que je me dépêche. Bien là, vous avez dit que vous allez vivre jusqu'à 107 ans. Ben oui, je vais vivre jusqu'à 107 ans, mais c'est pas si vite passé, 30 ans. C'est... Mon choc culturel, il a eu lieu en ville parce que c'est là qu'on est arrivé. On est arrivé à Samarinda puis à Toongarland par la suite. Donc, c'est très, très occupé, les voitures, à l'achalandage. Ensuite, ça a été le style de vie. Le style de vie en ville, oui, mais aussi au village. Une des choses qui est frappante dans le village où je demeure, à la Cathédrale, c'est que c'est un village qui est seulement accessible par la voie des eaux. Donc, il y a vraiment une facette importante de la vie ici, c'est la rivière. La rivière, pour ces gens-là, c'est tout. C'est la nourriture, mais c'est aussi une façon d'évacuer leurs déchets. Puis c'est aussi de là qu'ils prennent l'eau pour boire ou l'eau dont on a besoin tous les jours. Si on se promène un peu dans le village, il y a toute la partie rizière. Donc, dans le fond, la plupart des habitants ici sont des paysans qui ont une rizière, qui vivent de la vente du riz. Et la rizière se retrouve dans ton assiette tous les jours. Oui, aussi. On mange du riz matin, midi et soir. 7 jours semaine. Au début, c'est sûr que je trouve que la variété, ben, il n'y en a pas vraiment. Puis après un certain temps, on s'habitue à la nourriture, puis c'est bien. Quand t'as faim, c'est quand même bon. C'est bon. C'est certain qu'il y a la barrière de langue. Le fait de vivre avec la famille d'accueil puis d'être intégré à la communauté, ça facilite l'adaptation. Ça m'a frappé de savoir qu'il y a des gens dans le monde pour qui la cuisine, ça va toujours être cuisiné sur un feu de bois. C'est la vie de tous les jours de laver ses vêtements à la main dans la rivière. C'est la vie de tous les jours d'aller à la salle de bain dans la rivière aussi, là. Pour moi, en tout cas, ça fait vraiment allure expédition, vie, retour à la nature, là. Mais que ça, c'est la vie que les gens d'ici connaissent. Pour eux, c'est ça, là. On enseigne l'anglais 3 fois semaine aux jeunes de l'école primaire, ici, dans le village. Notre but, finalement, c'est de les intéresser à l'anglais. On ne peut pas vraiment enseigner en 3 mois à être parfait, à être bilingue, là. Si on peut juste leur donner le goût d'apprendre puis de continuer, c'est ça notre rôle. Careful, guys, this way. That's probably
Ensuite, on a fait des travaux physiques, construit des salles de bain, puis planté des cocotiers. Ça permet d'embellir le village, puis aussi ça fournit des cocotiers, donc éventuellement des fruits. Et c'était le fun pour vous autres de faire ça? Oui, oui. C'est un travail physique à la chaleur, mais vu qu'on est en équipe, c'est pas pire, ça va bien. Des fois, il y a des journées où je me suis fait piquer par 50 moustiques, puis j'ai essayé de faire la vaisselle, puis ça n'a juste pas marché, puis je suis toute pleine de boue. Puis là, je trouve ça dur, puis j'ai juste envie d'être chez nous, puis d'avoir les commodités qu'on a. Mais après ça, je vais juste me promener dehors, puis la chaleur est tombée, puis on voit le ciel plein d'étoiles, puis tout le monde rit, puis est de bonne humeur, puis j'oublie, puis je suis contente d'être ici. On a une expression, c'est « enjoy it ». N'importe quoi qui arrive, bien ou mauvais, dans le fond, ça va avoir un impact. Donc, c'est des moments uniques qu'on vit ici, donc essayez d'en profiter au maximum. Il fait tellement chaud, on est tellement gommés, puis l'eau est fraîche, avec notre savon antibactérien. On essaie de se convaincre qu'on est propre. Éventuellement, on n'a pas le choix, puis on s'adapte à ça. So we give you like 5 minutes. By leaving your comfort zone and going to work in another culture, you're getting a chance to look through all kinds of really fascinating windows into how other people live their lives and face their challenges. By doing that, you're also looking at some really intense mirrors where you're exploring yourself at the same time. En ce qui concerne la journée d'orientation, on continue comme on faisait à Fernie. Une équipe à chaque semaine prépare des questions reliées à un problème, soit politique, économique, quelque chose qui nous a frappés. Puis on crée des questions pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ce problème-là. OK. Ça nous donne un sentiment de responsabilité plus grand que juste ce qui se passe dans notre pays, mais vraiment plus mondial, puis qu'on appartient au monde entier. Au fond, le monde est petit. Même dans un village isolé à Bornéo, juste accessible par la voie des eaux, on réussit à avoir des signaux là, du monde occidental, puis on voit les influences. J'ai appris beaucoup de choses ici, j'ai vécu plein d'émotions. C'est pas nécessairement la période de temps, mais c'est l'intensité des émotions qui fait en sorte que quelque chose te marque ou non. Mais je crois qu'il est trop tôt pour savoir jusqu'à quel point ou dans quel domaine ça va affecter ma vie et par la suite. Le cœur de mon espoir, c'est vraiment de voir les gens. Dans le fond, c'est de réaliser qu'il y a des gens qui se battent pour des causes d'inégalité sur la planète, puis aussi de voir chez les gens que je rencontre à tous les jours des qualités comme l'honnêteté, la générosité, de voir que, dans le fond, la corruption existe, mais aussi, de l'autre côté, la beauté existe. J'ai l'impression que cette beauté-là va réussir à contrebalancer éventuellement tout le mal qui existe. Les autres cultures ont une façon d'apprécier les choses au jour le jour que nous avons oublié d'apprécier. Apprécier le moment présent, toute bonne chose qui nous arrive dans la vie et les célébrer, ce genre de choses-là. Parce que malgré que ce sont des peuples qui sont très pauvres, qui n'ont pas grand-chose, ils célèbrent toutes ces petites joies-là. Remercier toute l'abondance dans laquelle on vit sur le quotidien. Ça, c'est des choses que j'ai appris. C'est des choses qui sont très palpables, qui te redonnent un sens à la vie, finalement. Tu as de l'espoir, toi? Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Les gens ont, je pense, un pouvoir limité quand même dans la vie. Et ça prend une certaine force de persuasion envers le politique pour changer véritablement les choses. Alors c'est pour ça que pour moi, je ne peux pas considérer un changement réel si on n'ébranle pas les structures politiques ou les structures légales ou le budget d'un gouvernement donné. Je pense pas que c'est possible. On peut faire des petits changements à une échelle locale. Et moi, je vais toujours encourager ce changement-là, un changement progressiste, si on veut, bien sûr. Mais je pense qu'il faut s'attaquer à plus haut. Est-ce que toi, tu veux t'attaquer au plus gros? Peut-être. Peut-être. Peut-être, oui.
c'est une goutte d'eau qui peut faire changer carrément un paysage parce que la goutte d'eau devient un ruisseau, le ruisseau devient une rivière, etc., devient un fleuve. Fait que c'est un peu ça. Nous, on est tout petit, mais peut-être que le tout petit, si on se multiplie, mais peut-être que ça peut finir par changer de quoi. Avec toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, on pourrait facilement récolter des arbres, les transformer ici d'une façon beaucoup plus payante pour la population et d'une façon aussi où on pourrait être fier de retransmettre à nos enfants un bien, l'héritage, un capital nature qui pourrait leur permettre de survivre et de se développer d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires et que je vais réaliser plus tard, mais la chose la plus frappante maintenant, c'est vraiment la découverte de la culture indonésienne. Je croyais que le monde se centrait vraiment autour de mon petit univers, que les gens pensaient pas mal comme moi. Donc c'est vraiment un choc de réaliser à quel point il y a des sociétés qui vivent d'une façon encore très traditionnelle. Puis c'est vraiment, ça m'ouvre les yeux, puis je crois que ça va changer ma perspective du monde. This idea that the program really only starts once it's over. You know, once you get home is when the work starts. You have this responsibility when you get home to make a difference. And that needs to be something that you're committed to for the rest of your life, right? La merveille des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans, c'est qu'ils sont encore purs, qu'ils sont encore ouverts à comprendre des choses que les adultes, s'ils n'ont pas compris jeunes, ne comprendront jamais. Les jeunes sont pleins d'énergie, pleins d'enthousiasme, sont généreux. Alors profitons de ça pour changer les mentalités avant qu'il soit trop tard. On se le doit à soi-même. Si on ne donne rien aux jeunes, quelle sorte de société on va avoir demain? Je vais changer le monde, livrer le bon combat. Changer le monde, changer d'allure et de coiffeur. Je vais me taire si je veux me taire, crier si ça me plaît. Changer le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Je vais faire ce que je veux faire et dire ce que je veux dire. Dites-moi quoi faire. Je vais faire le contraire. Je vais lire ce que je veux lire, que ce soit cachère cochon. Je vais changer le monde, choisir mon éclairage. Suis-je entouré de somnambules ou d'avachis? Et moi là-dedans, moi et mes insomnies. Je vais jeter l'encre entre les mots et les choses. Je vais changer le monde.